industriels que de personnes qui viennent d'environnements plus services. Voilà, même quelques personnes du conseil. Donc, j'espère qu'ils trouveront bon conseil aujourd'hui. Et puis, voilà, donc on a une quarantaine d'inscrits, puis je crois on s'en rapproche tout doucement. Bon, on va pas prendre le temps que chacun se présente individuellement, parce que sinon on va y passer tout notre temps. Mais pour se chauffer, on vous propose quand même un tout petit sondage, un petit questionnaire qu'on a fait sur Klaxoon. Première question, tout le monde est connecté? Donc je la lance. Première question, c'est pour gagner en performance, il faut maximiser le taux d'occupation de toutes mes ressources, humaines et machines. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette phrase, ben vous mettez aucune étoile, vous n'en mettez qu'une plutôt. Et si vous êtes tout à fait d'accord avec cette phrase, vous mettez 5 étoiles. Et naturellement, vous avez toute l'échelle au milieu pour nuancer. C'est bon? On clôt celle-ci? On va commenter après la deuxième, peut-être. Allez, on va la clôturer. Deuxième question. Alors, ici, c'est un petit peu différent. C'est un nuage de mots. Donc là, vous avez la possibilité, en fait, je vous remets la présentation. Vous avez la possibilité, en fait, on vous a préparé une liste avec déjà des propositions. Et donc, c'est juste de mettre un petit cœur, donc de sélectionner là où les propositions, si vraiment il y en a plusieurs qui vous plaisent, pour répondre à la question. Si vraiment vous dites non, non, mais là, on ne me propose pas ce que j'ai envie de répondre, vous pouvez, hein, sur la ligne idée, là, rajouter une nouvelle idée, puisque ça créera un nuage de mots. D'accord? On vous encourage à partir d'abord sur la liste présentée. Qui est-ce que vous voyez? Et donc, vous cochez, vous mettez un petit cœur sur vos choix. Là. OK. Bon, on peut commencer déjà à commenter, hein. Donc, on est bien d'accord que de toute façon, tous sont des gaspillages, hein. Donc, manifestement, on a envie de tous les citer. Si on demandait vraiment le pire, je pense que pour ceux qui font beaucoup de lean, il faut être très attentif à tout ce qui est surproduction au travail d'avance. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est un gaspillage qui va entraîner tous les autres, hein, qui va entraîner du stock, qui va entraîner des temps d'attente, etc. Et aussi, parce que c'est peut-être un gaspillage qui est paradoxal. Moi, j'aime bien mettre l'accent dessus parce que contrairement au stock, le processus inutile, intuitivement, tout le monde le comprend très bien. Par contre, faire du travail d'avance, c'est plutôt contre-intuitif. On a envie de se protéger, on a envie de... voilà. Et c'est plutôt un gaspillage contre-intuitif sur lequel il faut se battre et il faut vraiment bien former ses équipes autour de ça. Voilà, et donc ça refait écho aussi même à la première question et qui est parfois une façon quand la première question c'était est-ce que je dois vraiment maximiser l'utilisation de toutes mes ressources? Et souvent on dirait on est plutôt pas d'accord, même si pareil c'est toujours un peu contre-intuitif, hein, on a envie d'utiliser au maximum toutes ces ressources, mais il faut bien se dire que si on les utilise toutes au maximum et que ça devient notre driver, on va créer de la surproduction, du travail d'avance. Et, et donc après, beaucoup d'effets indésirables qu'on a du mal à observer ou alors qu'on constate, mais on ne sait pas plus trop bien d'où cela vient. Et en fait, c'est qu'il faut aller combattre ces paradoxes et ces idées contre-intuitives qu'il faut éviter de se protéger et de vouloir partir d'un bon sentiment et de vouloir vraiment occuper à tout prix ses ressources. On reste sur la TOC, hein, le flux global en fait à maximiser et pas le flux local à optimiser à tout prix. En tout cas, pas tous les flux locaux. Voilà. Et donc la TOC va nous dire que voilà, tous les gains d'optimisation faits en dehors de ce qui sera notre contrainte n'auront pas ou peu d'effet. Je vous ai mis une dernière petite question. Ah oui, non, tout simple. L'identification d'un stock excessif me donne ma contrainte. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? On a tendance à se stabiliser sur le 1 tiers, 2 tiers. On est d'accord, nous, on vous a proposé un choix discret, c'était soit oui, soit non, et on a envie de répondre un peu les deux, parce que c'est sûr qu'un stock, ça va nous donner un indice sur des candidats contraintes. Ce n'est pas forcément la contrainte en tant que telle. On va le voir dans le témoignage tout à l'heure de Stéphane, hein. C'était pour faire aussi un petit teasing par rapport au témoignage de Stéphane par la suite. C'est vrai que la première observation, quand on a été voir des stocks, on a commencé à se dire ben, c'est certainement là où il y a la contrainte, et après, on a pu changer un peu d'avis. Mais ça va être aussi l'objet, le fil rouge de ce webinaire, hein, de parler de ces aspects-là, même si bien sûr, ça reste un fort indice, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder où il y a du stock pour se faire une première idée.
Tout à fait. Hop. Alors, on présente notre invité. Alors, on va présenter notre invité qu'on va déjà remercier énormément voilà, pour son temps de préparation et puis d'être présent parmi nous et de partager avec vous l'expérience une partie de son expérience, parce que son expérience professionnelle est plus riche même que ce qu'il a fait à Saint-Amour, mais au moins de partager ce qu'il a pu faire sur Saint-Amour et partager ce qu'il a engagé et là où il en est aujourd'hui. Donc, Stéphane, on va te laisser la main. Oui, bah, écoutez, en tout cas, merci en tout cas déjà donc à Optime Ressources, hein, à la fois donc de me permettre de partager ce témoignage, hein, c'est intéressant également de le partager pour moi, et puis également de m'avoir accompagné, hein, dans toute cette première aventure en 2022, donc sur l'amélioration de de nos flux, de notre performance. Ce qui serait important à retenir, je pense qu'il sera un peu le fil rouge, c'est qu'on a beaucoup parlé de lean manufacturing au démarrage, donc avec Christian, Patrick et ensuite avec Bruno. Et on a une définition commune, le lean manufacturing, avec l'humain au centre du lean. Donc c'était vraiment la condition de départ, hein, pour nous, pour démarrer et pour être certain que cette expérience soit un succès. Et donc voilà, écoutez, je vais vous présenter ce que l'on a fait donc en 2022. Donc ce que je vous propose, hein, donc c'est de vous présenter, bon, déjà en quelques pages, donc assez rapidement, en quelques diapos, donc le groupe, enfin, un groupe modulaire avec Algeco. Je pense que tout le monde connaît Algeco, peut-être un peu moins le groupe modulaire. Et ensuite, en partant du contexte du site, hein, la mise en place des basiques, hein, qui ont été les préalables, et les outils qu'on a, finalement, de manière un peu successive, adaptés et appliqués donc, sur le site, donc tous les outils du Lean. Donc pour commencer, donc, Algeco est assez connu, hein, pour ses modules. En revanche, nous dépendons donc d'un groupe, hein, un groupe anglais modulaire. On est 4000 personnes dans le monde. Et on est aujourd'hui leader mondial avec un parc locatif, notamment en France, d'environ 70 000 modules. Donc, on est à la fois donc, sur de la vente de modules et la location. Si on zoome ensuite sur la France, Algeco France, c'est environ 800 salariés, avec un maillage donc, régional d'agences et un centre donc, qu'on appelle de refurbishing qui va faire en fait, la maintenance des modules, et un seul site en fait, d'assemblage qui est le site de Saint-Amour. Donc, on a la chance, hein, donc, d'être le seul site d'assemblage en France. Donc, on va livrer notamment la France, mais également quelques pays d'Europe. Et on est donc le plus gros site d'Europe, avec environ entre 4 500 et 5 000 modules que l'on produit donc chaque année sur notre site. Pour vous expliquer, aujourd'hui, Algeco a été connu donc, à l'origine surtout pour les modules, pour les chantiers, pour ce qu'on appelle les bases de vie, qui reste aujourd'hui donc un de nos cœurs de nos cœurs de métier. Mais en revanche, on a largement développé la gamme avec à la fois donc, des bureaux, beaucoup d'écoles également, hein, qui sont de plus en plus des clients notamment par rapport à la réactivité qu'on peut avoir et la modularité qu'on peut apporter, et également des espaces qu'on a pu développer par rapport aux soins, notamment dans les dernières années, et aussi ponctuellement des espaces événementiels, où là, il y a tout, où le côté modulaire prend tout son sens, puisqu'on doit être capable d'être très réactif pour livrer des modules et adapter complètement donc, à une situation spot en fait, pendant l'année. Donc simplement quelques photos, hein, pour vous montrer, hein, parce que parfois les Algeco peuvent passer un peu inaperçus. Donc on a il y a quelques années travaillé pour Roland Garros, et on a aujourd'hui ce genre d'installations de modulaires, hein, qui sont de plus en plus éloignées, on va dire, de simplement donc, des modules qu'on peut utiliser et qu'on peut voir pour les chantiers industriels. Donc voilà, pour démarrer, donc le contexte du site. Le contexte du site, donc alors personnellement, je suis arrivé en début 2022, donc il y a maintenant un peu plus d'un an. L'objectif qu'on m'avait assigné en arrivant, c'est de démarrer donc une démarche d'amélioration continue, à la fois pour améliorer la performance du site et impliquer le personnel. Donc comme je dirais, comme dans beaucoup d'entreprises, la première réaction en fait, que j'ai pu avoir, c'est plutôt le fait de ne pas avoir de temps. Donc c'est beaucoup de quotidien, donc qui limite le temps finalement à consacrer à l'amélioration continue, et je dirais que ça c'est assez, finalement, assez commun dans ce que j'ai pu rencontrer, plutôt dans ma carrière dans pas mal d'entreprises. En revanche, une équipe qui n'était pas non plus très au fait, hein, des rouages du Lean, hein, donc c'est important justement d'expliquer que le Lean, donner bien une définition du Lean avec le côté humain qu'on voulait vraiment apporter dans ce Lean. Et malgré tout, une expérience et une dizaine d'années, donc d'expérience qui avait un peu tourné court, hein, de chantier 5S qui avait démarré, mais sans suivi, donc aussi une certaine frustration de la part des personnes qui ont souffert. Donc voilà, j'ai eu l'impression qu'en fait, on faisait, à l'époque, ce genre de chantier, entre guillemets, pour faire plaisir, mais sans vraiment de continuité, sans vraiment d'avoir l'ambition vraiment de développer l'amélioration continue sur l'ensemble du site. Donc, en fait, un système d'amélioration qui était finalement à mettre en place lorsque je suis arrivé il y a un an.
Ouais, peut-être Stéphane, tu peux donner 2-3 mots sur ton expérience passée, justement, pour dire que toi, tu arrivais d'un milieu où tu n'avais pas été Oui. confronté forcément à une telle situation par le passé. Oui, ouais, c'est vrai que j'ai passé une grosse partie de ma carrière dans l'automobile, donc j'étais chez Faurecia, je suis allé également dans un groupe espagnol, donc Zanini Group, qui est également un groupe automobile. Et avant d'entrer chez Algeco, j'étais chez Plastic Omnium, donc j'ai pu voir donc différents systèmes inspirés du système Toyota et une culture finalement automobile où l'amélioration continue fait vraiment partie du quotidien des gens. Et donc en arrivant en fait, de chez Algeco, le challenge pour moi et vraiment l'intérêt de ce nouveau poste, hein, c'était découvrir finalement, un site où on était à mi-chemin entre l'industriel et le BTP finalement, avec un objectif de basculer plutôt vers l'industriel, donc d'apporter des méthodes industrielles et notamment le lean manufacturing. Alors, le démarrage, pour moi, lorsqu'on démarre un chantier lean, le fondement de la démarche, c'est déjà démarrer par les 5 S. Et donc c'est ce que j'ai voulu mettre en place. Les 5 S, alors j'ai une première expérience, encore une fois, ma toute première expérience avec un gourou que j'avais à l'époque, un gourou de la maintenance, qui m'avait expliqué, à l'époque, hein, j'avais 23-24 ans, que, lorsqu'on démarre dans une usine, il faut absolument faire des 5 S avant de faire de la TPM. Et à l'époque, j'étais un peu dubitatif, hein, j'étais jeune ingénieur et je comprenais pas tellement l'intérêt de faire des 5 S. Je trouvais ça très qualitatif et sans fondement vraiment technique. Et ben, avec l'âge, hein, j'en suis devenu vraiment persuadé aujourd'hui, ces chantiers 5S, c'était pour moi le ciment du démarrage des améliorations, enfin de l'amélioration continue en fait, dans les usines. C'est la manière d'impliquer le personnel et l'ensemble du personnel. Alors là aussi, j'ai moi aussi dans mon équipe des gens qui ont un peu moins d'expérience, donc un peu moins d'âge que moi aussi. Et donc ces chantiers qualitatifs, je ne les ai pas sentis très enthousiasmants, hein, pour notamment des profils ingénieurs. Et c'était une des contraintes et en tout cas une des opportunités pour moi également de montrer tout l'intérêt des 5S en montrant comment, grâce à ces chantiers, on allait rendre accessible l'information et donner la parole, en fait, à tous les opérateurs. Mettre en mouvement, je dirais mettre en mouvement les équipes et faire en sorte, bah, finalement à la fois de révéler les opérateurs les plus motivés. D'ailleurs pour nous, c'était aussi une capacité de faire monter en puissance certains opérateurs et même certains intérimaires qu'on a pu embaucher par la suite. Et au-delà des 5 S que vous connaissez, hein, je pense, hein, sur on va dire le rangement des zones, c'est vraiment réussir à faire remonter des problématiques et des idées qui sont bien plus profondes et on a vraiment, et ce que je voudrais vous montrer dans les premières diapos, on a vraiment tiré la pelote de laine au fur et à mesure des chantiers et on est allé bien au-delà, hein, simplement de dire: «On va ranger vos zones de production, on va faire nettoyer» et cetera. On est allé bien au-delà et beaucoup de problématiques simples, en fait, de problématiques simples sont remontées au fur et à mesure qu'on a pu avancer avec les personnes sur les différents chantiers. Alors, je vais vous donner quelques exemples, en fait, hein. Les premiers effets des 5 S, forcément, ce sont des zones, bien sûr, qui ont été éclaircies. Donc, on a gagné en propreté, en rangement, on a mis en place des standards, là aussi, donc avec l'aide d'Optime Ressources. Mais au-delà de ça, si je prends l'exemple d'un premier chantier, ce qui est important, c'est que, par exemple, en gagnant des mètres carrés, puisqu'en fait, on a vraiment supprimé, beaucoup de choses inutiles, on a finalement créé un pas de process supplémentaire sur une de nos lignes de production, qui nous a permis, grâce à ça, de gérer, en fait, des modules plus complexes qui venaient auparavant ralentir l'ensemble de la ligne de production. Donc c'est un premier effet induit, c'est que finalement, ces mètres carrés, ils vont commencer à contribuer à une démarche plus autour des flux et de la productivité de la ligne. On a également, bah, réduit les déplacements, encore une fois revu, identifié les outillages, hein, qui servaient à la zone et donc finalement diminuer nos temps opératoires, commencer à diminuer également un peu nos coûts d'outillage. Au-delà de ça également, et c'était un peu la force des discussions autour de ces chantiers 5S, bah, des problèmes de sécurité qui sont remontés et beaucoup de discussions ouvertes qui ont été lancées par les opérateurs également sur l'amélioration de la sécurité au fur et à mesure qu'on avançait sur le chantier 5S. Alors, là, c'est un peu, je veux dire, un petit peu le côté idéal. Les difficultés, je les ai notées, c'est bien sûr l'engagement de tous au démarrage. On avait quand même au départ un peu d'inertie liée à l'historique, hein. Comment est-ce qu'on y va? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'investir par rapport à ce qu'on a vécu il y a 10 ans? Et c'est là où on a eu également l'intérêt de mélanger des équipes, plus jeunes avec des équipes plus anciennes, où à la fois les anciens expliquaient qu'ils étaient un peu frustrés de ce qui s'était passé, les jeunes un peu plus intéressés et finalement les partages en fait qu'il y a pu avoir entre jeunes et vieux ont permis également finalement de faire remonter
des activités ou des pratiques finalement qui étaient un peu ancrées dans le quotidien et sur lesquelles finalement on a pu revenir parce que les jeunes s'intéressaient sur finalement à quoi ça sert. Donc le fameux outil des 5 pourquoi a commencé à émerger, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on garde ça? Etc. Et c'est vraiment aussi un des outils qui nous a permis d'avancer et de vraiment créer cette dynamique autour des 5S. Un point pour moi qu'on n'a pas bien réussi, c'est d'impliquer l'équipe de nuit. Donc on n'a pas eu, peut-être pas mis assez d'énergie, en tout cas pour faire en sorte que l'équipe de nuit ait eu le même niveau d'information. Alors c'était une équipe de nuit qui n'est restée que quelques mois, mais en tout cas c'est pour nous déjà un premier retour d'expérience sur le fait d'avoir vraiment dans chaque équipe le même niveau d'information et le même niveau de communication et d'engagement, perspective de jour, équipe de nuit. Les musts que j'ai marqués en must comme motivation, et c'est vraiment le point important, c'est l'implication, l'encadrement, la présence sur le secteur. Ce sont vraiment des chantiers où les équipes veulent voir leur encadrement, veulent voir leur directeur également. Donc c'est vraiment du temps à passer et c'est pour moi vraiment donc un point incontournable d'être vraiment sur place, de faire en sorte que les gens vous voient, que les gens se rendent compte de l'implication de l'ensemble de la ligne hiérarchique et qui est bien sûr un suivi régulier des actions. Ça peut pas être simplement des actions spot. Le deuxième intérêt, puisqu'on a démarré sur un chantier, et l'effet boule de neige, et qui était un peu inattendu, c'est qu'en fait, on a une équipe d'un autre secteur qui est venue nous demander en fait, de démarrer un chantier 5S. Donc les personnes ont commencé à voir fleurir ces chantiers, se dire finalement c'est intéressant, nous aussi on aimerait bien redéfinir nos zones. Et donc on a eu un secteur et notamment on avait encore une personne d'Optime Ressources avec nous, donc qui heureusement qui était là pour nous aider également en tout cas à démarrer, à initier le chantier avec les équipes. Il y a eu vraiment un effet de boule de neige. Les, les personnes, à la fois, ont commencé à se dire: «Je veux démarrer», ont démarré elles-mêmes et ont créé. Alors, vous voyez quelques photos sur la diapo, mais eux-mêmes, ont demandé donc de le faire de manière autonome parce qu'ils avaient à la fois envie d'améliorer leur zone de travail, mais également il y avait d'autres activités qui sont revenues après, qui sont remontées finalement, pendant ces chantiers, sur lesquels les gens ils avaient des attentes et qui sont également qu'on a pu traiter pendant les séquences. Donc ces chantiers, c'était le fait de dire on a besoin aujourd'hui de gérer nous-mêmes nos réappro, puisqu'en fait, ils avaient des problèmes de réappro. Donc finalement, on a travaillé avec eux, encore une fois, en partant d'un chantier 5S, en regardant leur zone d'appro. On a réussi à faire émerger le fait qu'il y avait trop d'appro, enfin, entre guillemets, trop de stock sur certaines références. Et ce sujet-là a été traité aussi par une organisation différente du réappro, où on a donné de l'autonomie directement à l'équipe. On a également revu les zones de stockage, puisqu'en fait, on est dans une usine avec des modules et des pièces assez grandes où chaque mètre carré, quelque part, gagné, c'est une petite victoire quotidienne. Et grâce à ce chantier, on a réussi également à isoler une trentaine de mètres carrés qu'on a pu sortir de leur zone, qui nous a servi quelques mois plus tard pour justement une autre zone de préparation. Donc, on a une dynamique d'amélioration continue. Et avec ce chantier, on a pu également initier un chantier productivité, puisqu'en fait, on avait un changement de process qui était en cours. Et on a réussi vraiment à ce que l'équipe soit complètement impliquée dans ce nouveau chantier sur la productivité. Euh, on a eu des gains de productivité vraiment intéressants. On a même, on a démarré une démarche RSE, on était à l'époque où on parlait également des économies d'énergie et d'eux-mêmes, en fait, les équipes ont proposé d'aller isoler leur zone, donc d'isoler tous les murs, hein, comme dans le modulaire, on a beaucoup de matériaux en fait, disponibles sur site. Donc c'est l'équipe d'elle-même qui s'est proposée d'aller isoler une partie des murs pour justement gagner aussi en confort énergétique. Donc, est-ce qu'on peut dire, Stéphane, qu'un chantier réussi, c'est finalement ce changement d'état d'esprit au sein des équipes, de devenir en fait proactif sur ces démarches et de se mettre en autonomie par rapport à des initiatives qu'ils proposent? C'est vraiment le cœur, hein. Pour moi, c'était à la fois, encore une fois, la surprise et en même temps, vraiment la très bonne surprise de voir comment les gens ont changé en se disant, mais finalement, on nous donne les moyens, on nous donne aussi la formation, la technique pour le faire. Et de même, en fait, ils sont devenus de plus en plus autonomes. J'ai croisé, en fait, de temps en temps, quand j'étais dans l'atelier, je voyais des personnes qui, d'elles-mêmes, parce qu'ils étaient en avance par rapport à leur production, avaient arrêté et étaient en train de faire de manière autonome, de gérer des opérations de 5S. Ils ont repeint des zones eux-mêmes, etc. Donc, il y a eu vraiment une forte autonomisation. Et comme vous dites, hein, c'est vraiment l'état d'esprit qui a changé. Et cet état d'esprit a changé au cours de l'année. Je l'ai encore vu cette semaine, puisqu'on a encore un chantier sur lequel on a travaillé, où on voit comment les chefs d'atelier ont également évolué sur d'autres sujets lignes. Donc, il y a vraiment ce changement. Et je pense qu'il est important, c'est
bien sûr de l'avoir, de percevoir ce changement et de commencer à s'appuyer sur ces personnes. Il y a une personne également du chantier qui après est venue me voir directement en disant: «Bah, écoutez, voilà, moi, si je peux aider un autre chantier, un autre secteur, je serai volontaire, donc voilà, pensez à moi, ça m'intéresse». Donc on a commencé également à voir aussi poindre un peu comme des relais Lean finalement, au niveau des secteurs, au niveau directement des secteurs de production. Les 5 S, comme je vous disais, c'était vraiment la base, c'était le ciment de ce que l'on veut mettre en place. Maintenant, on avait également une volonté à la fois de réduire nos flux, puisqu'on a encore une fois on a vu qu'on avait beaucoup de temps perdu dans les déplacements, des mètres carrés à gagner et puis des problématiques par secteur, notamment un secteur, hein, que j'ai appelé le secteur PP, ça s'appelle Prépa Poteau, où on devait donc déplacer une zone de travail. Mais la problématique au démarrage du chantier, c'est qu'il n'y avait pas assez de place et qu'en plus, on était dans une zone un peu bancale, hein, pas très bien faite, on va dire, avec des problèmes d'ergonomie et des problèmes d'ergonomie également liés directement au poste de travail on devait manipuler, vous voyez la photo, donc des pièces assez grandes, assez lourdes, donc pas très facile. Alors, on a démarré par une formation. Alors là, encore une fois, je vais faire un peu de publicité à Optime Ressources, mais une formation en ligne pour lesquelles j'ai eu vraiment un retour extrêmement positif. Cette formation a permis vraiment à toutes les personnes de comprendre via le petit jeu, de comprendre ce qu'étaient les flux et quel était l'intérêt de ne pas faire de surproduction. Donc qui était vraiment l'émoudage, je pense, qui est ressorti, je pense, pendant tout le chantier. Hem, je dirais au départ, les personnes, et vous allez le voir dans la vidéo, sont partis du principe que dans tous les cas, on aura un problème de place, donc comment est-ce qu'on pourrait essayer de gagner de la place, en dehors de la zone? Parce que dans tous les cas, on n'y arriverait pas. Donc il y avait vraiment au départ aussi le sentiment que ça allait être très compliqué et que ce problème de place qu'on entend un peu souvent, enfin souvent dans l'atelier, allait être finalement la grosse contrainte. Et le deuxième point, c'est le planning de production puisque quand je marque aller au-delà des croyances, ça rejoint ce qui a été dit en préambule, hein, par Christian et Patrick, c'est, plus on produit, plus on se sent bien, plus on se sent «confortable» entre guillemets, on a fait notre mission et on n'a rien à nous reprocher entre guillemets. Et donc là, il a fallu aller à contre-courant en expliquant que finalement tout le stock d'encours qui était produit et pour lesquels les gens étaient assez fiers de dire: «J'ai de l'avance», était au contraire une grosse contrainte pour le reste de la production. Une contrainte parce que des mètres carrés étaient pris, une contrainte parce qu'on n'arrêtait pas entre guillemets de manipuler des conteneurs, des racks pleins, vides, à moitié pleins, à moitié vides. Et donc, c'était également un des intérêts de ce chantier, de montrer que finalement, qu'on pouvait diminuer ses encours sans forcément être moins performant, au contraire. Et ben, on va vous présenter une vidéo justement avec, en quelques minutes, qui va montrer en fait, directement en donnant la parole en fait aux intéressés, comment ce chantier a permis de régler les 2 problèmes, à la fois des mètres carrés et de l'ergonomie. Effectivement, ce chantier, en fait, c'était pas prévu au départ. Il y a toujours un devoir de mémoire dans les chantiers Lean, hein, de ne pas oublier en fait ce qu'on a fait pour montrer aux gens en fait les efforts et ce que ça a apporté, parce qu'on oublie très 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 vite. Et là, on a effectivement, enfin de nouveau, je souligne, Stéphane, je suis tout à fait d'accord, été plus qu'agréablement surpris par l'initiative, l'énergie qui a été mise dedans. Et on s'est dit, celle-là, il faut vraiment qu'on en fasse un petit film pour que ça reste en mémoire et ça puisse être utilisé pour montrer aux gens que c'était pas juste du pipeau, qu'il y avait une vraie volonté managériale de rentrer dans cette démarche, de le faire en considération des hommes, parce qu'on va parler d'ergonomie et tout. Et puis eux, ils nous ont impressionnés parce que d'un passage à l'autre, ils allaient presque plus vite que la musique. Et waouh, c'est super. Voilà, vous devriez normalement avoir fini. Nous, on a réussi le temps de le voir. Et alors, juste un petit mot rendu quand même. Vous avez peut-être reconnu parce qu'il est avec nous aujourd'hui, mais dans le chantier, il y avait Christian et moi, mais il y avait aussi Bruno Dury, là, qui est avec nous pour l'instant et qui nous écoute, que vous avez vu sur la photo au moment, qui a beaucoup œuvré aussi dans ce chantier avec les équipes de Stéphane. À toi, Stéphane. Ouais, donc au-delà donc ce petit reportage, on va dire, donc on a pu justement impliquer toutes les personnes. Ce qu'on a dit derrière, c'est que finalement, en termes de mètres carrés, bien sûr, on a gagné de la place. Donc aujourd'hui, grâce à ça, on a réussi dans cette même zone à implanter des nouvelles productions, puisqu'en fait, on avait une baisse de la production actuelle. Donc ça permet de garder finalement une continuité de production dans cette zone-là, grâce aux mètres carrés gagnés, qui n'était pas évident au début du chantier. On a également donc créé un nouveau poste, hein, une des personnes en fait qui était finalement en trop puisqu'on avait trois personnes au début, on a pu tourner après avec 2 personnes. La troisième personne, on a créé un poste qui est un poste production logistique, hein, qui permet justement d'améliorer la gestion des flux d'appro en fait, entre la logistique et la production. Donc c'est vraiment aussi, positif. Le 3e point également et qu'on va retrouver dans d'autres chantiers, c'est la production en avance.
on avait régulièrement dans nos points production le matin des personnes qui venaient avec des risques de manquants en disant ah, il va me manquer pour aujourd'hui ou il m'a manqué déjà hier certains composants pour avancer. Et on s'est rendu compte que ces manquants étaient des faux manquants puisqu'en fait, les chefs d'atelier prenaient de l'avance à chaque fois. Et depuis qu'on a installé, justement, notamment dans cet atelier-là, mais également dans un autre atelier, un, un, un- un- un fonctionnement donc beaucoup plus lié vraiment à l'avance planning par rapport à la ligne principale, on a diminué nos manquants, diminué toutes ces alertes en fait, qui étaient finalement liées à un mauvais fonctionnement de nos flux internes. Donc beaucoup de points intéressants. Et je dirais le dernier point qui était signalé aussi tout à la fin sur le robot, le fait de dire finalement on a pu simplement déplacer le robot au lieu de réinvestir ou trouver une solution un peu alambiquée pour remplacer le robot. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette solution-là, elle est venue vraiment à la fin. C'est-à-dire qu'on n'avait pas au début la solution. Elle est venue simplement lorsqu'on a avancé dans le chantier et qu'on a libéré les mètres carrés. Et c'est à la fin où c'est devenu finalement une évidence pour tout le monde. Ben, finalement, il n'y a plus qu'à bouger le robot. Donc c'est important dans ces chantiers de laisser vivre le chantier pour laisser émerger des nouvelles idées. Et c'est un peu aussi ce que je voulais mettre dans le slide suivant. Quand je mets du Gemba jusqu'à la VSM, c'est-à-dire on part de l'atelier jusqu'à finalement une vision stratégique de l'usine. Cette vision stratégique de l'usine, elle doit être alimentée par ce qu'on va voir au quotidien. Donc, dans le fait d'être régulièrement sur le terrain, de passer du temps, je pense d'avoir une routine. Hein, depuis d'ailleurs qu'Optim Resources avait terminé sa mission, j'ai installé une routine lean, donc pour vraiment être certain que régulièrement, alors on est sur une routine hebdomadaire, mais qu'on aille voir les chantiers, qu'on soit certain qu'on remonte les bonnes informations et qu'on voit les choses. Toutes les problématiques de gestion de composants, de taille de conditionnement, de nombre de conditionnements sur les postes, de flux de production, voire parfois même de modifications techniques, on les voit simplement parce qu'on est vraiment au cœur des chantiers, au cœur du terrain des ateliers. Donc ça, c'est important de le faire, c'est important de le garder, je pense que c'est aussi une bonne pratique. Et aussi donc la VSM qu'on a faite avec Optim Resources, aussi cette VSM qu'on va également mettre à jour hein, régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans. Bah, vous voyez, tous les post-it qu'on a aujourd'hui sont des post-it qui sont liés vraiment au chantier qu'on a décidé de mettre en place ou qui sont déjà mis en place et qui sont encore une fois des remontées terrain. À la fois, ça part du 5S jusqu'au Kanban, en passant par des chantiers plus de réimplantation ou d'amélioration de la productivité. Le goulot, on n'a pas encore parlé de goulot, donc vous voyez, au fur et à mesure qu'on avançait, ben, on s'est dit, on a traité beaucoup de muda, on a traité des flux, on a traité des surstocks. Le goulot, alors comme on a dit également en préambule, on a voulu s'attaquer au goulot. On ne savait pas trop où était le goulot, puisqu'en fait, on a aujourd'hui pas mal de produits qui ne sont pas forcément très standards. En revanche, on avait un autre process avec 2 étapes, et on voyait justement un stock devant ce goulot qu'on appelle le conformateur. Alors, dans l'atelier, comme justement les produits ne sont pas très standards, on parlait de goulot mouvant, donc on n'était pas certain de s'attaquer au bon goulot, pardon. Mais on est allé en disant, bah, dans tous les cas, ça permettra de savoir aujourd'hui quel est l'état des lieux en termes de capacité et éventuellement d'amélioration. Donc, on a travaillé dessus, clarifié les temps de cycle. On a mis finalement en évidence qu'il y avait un potentiel d'amélioration. Alors, on a utilisé finalement une méthode de type SMED, hein, qui n'était pas forcément l'outil qu'on aurait pu imaginer au départ, mais qui s'adaptait bien finalement à ce type d'analyse, pour se rendre compte que finalement, on était largement capacitaire, qu'on a un potentiel d'amélioration également de capacitaire, donc on s'est gardé encore aujourd'hui sous le coude pour une prochaine étape. On a bien sûr profité pour améliorer la préparation des postes, le stockage des composants, donc on a eu également un 5S, pas très abouti, mais en tout cas un démarrage de 5S pour simplifier le poste. Et puis un point important aussi, qui était aussi assez nouveau dans l'atelier, c'est de mettre des tableaux de marche, simplement pour définir un objectif horaire. Euh, Ça reste pour moi un acte important qu'on a fait dans l'atelier, mais encore pour moi un peu inabouti. C'est pas encore dans la culture, à la fois de noter chaque heure le nombre de modules qui a été réalisé, et également de noter les perturbations, toutes les raisons qui font qu'on n'a pas réussi à atteindre l'objectif horaire. Donc, ça reste aujourd'hui pour moi une difficulté sur lesquelles on va travailler encore cette année avec les chefs d'atelier notamment, pour justement être capable de créer des plans d'action. Donc aujourd'hui, l'étape suivante, ça sera réussir à créer des plans d'action pour que ce poste, hein, qui n'est pas un goulot, mais ce poste, en tous les cas, sorte au niveau attendu en termes de volume. Simplement, voilà, donc on s'est rendu compte que ce n'est pas le goulot, donc on a avancé un peu, et en fait, on avait juste après un autre poste qui était directement lié, donc sans stock intermédiaire. Donc finalement, on a décalé, on est arrivé au poste qu'on appelle le poste
le poste de panotage. Et dans ce poste de panotage, on a finalement vu le vrai goulot. Et le vrai goulot était en fait lié au fait que finalement le stock qu'on avait avant le poste conformateur était finalement ce stock-là qu'on aurait dû avoir entre le conformateur et le panotage. Donc on a mis en évidence à la fois qu'il y avait un équipement donc mécanique qui était un équipement bloquant. Et donc on a travaillé donc sur les modes opératoires pour faire en sorte qu'on arrive à vraiment optimiser le temps d'utilisation donc de cet équipement, hein, qui est l'équipement de montage des panneaux. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place des stocks intermédiaires. Donc, ça veut dire qu'il faut revoir un peu, encore une fois, nos layouts, nos mètres carrés. Et c'est là où je fais le lien aussi entre toutes on va dire, les méthodes de TOC, hein, et le 5S. Les mètres carrés, on les gagne également par les 5S. Donc, je reviens encore une fois sur le ciment de base qui permet, encore une fois, de faire remonter des opportunités après d'autres chantiers. Donc, on est en train de gagner ces mètres carrés, de créer ce stock intermédiaire. On est encore en phase aussi intermédiaire, donc on n'a pas terminé. Mais dès lors qu'on a voilà, réussi à identifier ce goulot, même s'il ne l'est pas pour 100% de nos volumes, on se rend compte que grâce à ça, on va être capable cette année d'améliorer notre productivité, en tout cas d'être beaucoup plus régulier, d'adapter nos ressources également par rapport à la diversité et la complexité des modules qu'on a à cette étape de process. Et puis travailler avec les équipes. Alors aujourd'hui, les limites avec les équipes restent un peu à la fois bon, le niveau de polyvalence, hein, puisqu'en fait on a différents types de postes, et puis de faire en sorte de moduler la taille de l'équipe selon cette complexité, avec un suivi qui soit vraiment un suivi de près via le tableau de marche, des difficultés et encore une fois des raisons qui font qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif journalier. Donc c'est vraiment un chantier qui a permis d'ouvrir les yeux aussi, encore une fois, à l'ensemble de l'atelier, puisqu'on a quelque part un process en X, hein, avec deux zones qui viennent se rejoindre à ce nœud de production qui sont ces deux postes-là, le conformateur et ici donc le panotage. Donc c'est vraiment ce nœud aujourd'hui qui va faire qu'on arrivera demain à améliorer notre productivité. Donc on l'a bien identifié, on a posé les bases. À nous de maintenant de créer ce stock intermédiaire et d'augmenter le niveau de polyvalence et de compétence des équipes pour aller au bout. Dernière étape du projet, c'est le Kanban. Donc on voit que pas mal d'outils Lean ont été passés en revue. On est passé également, on n'est pas loin de l'étape du process, hein, qu'on vient d'écrire donc au niveau du panotage. On a des zones de préparation, donc on a une espèce de kitting qui est préparé, donc justement pour ne pas réduire la capacité des lignes. Et donc, on s'est rendu compte que également sur une des zones de préparation, on avait là aussi des stocks, des stocks qui dépassaient, qui débordaient, donc des stocks qui n'étaient plus capables de tenir dans la zone qui était dédiée. Donc, on avait créé des nouveaux chariots exprès pour pouvoir stocker. Donc, on avait à la fois donc, beaucoup de flux dans tous les sens. On a même eu un accident de travail d'ailleurs lié au fait qu'on avait complètement rempli en fait cette zone dédiée. Donc, un gros problème à l'époque, hein, de flux, hein, vraiment de flux et d'engorgement. Et donc, il y a eu l'idée qui a été émise dans le groupe avec Optim de finalement décorréler le planning de production. C'est-à-dire qu'on avait un planning de production qui était prévu et qui était, on va dire, autonome, hein. Donc, les personnes devaient travailler sur ce planning de production et finalement pousser le flux, pousser, même si la ligne principale était décalée ou avait eu des petits changements de l'ordonnancement. Donc, à la fois, il y a eu un travail sur l'ordonnancement pour être certain que l'ordonnancement était compatible pardon, avec justement les capacitaires et la complexité de chaque module, mais surtout, c'est qu'on a calé le point de démarrage de chaque production par rapport à un point de démarrage de l'ensemble de la ligne. Ce qui veut dire qu'on a vraiment corrélé les deux plannings de production, et donc on ne démarrait pas de production dans cet atelier tant qu'on n'avait pas reçu le top départ, hein, via notre système d'information, le top départ de la première étape de process. Très difficile à démarrer, donc un peu comme dans le chantier précédent où, oulala, on va s'enlever finalement un peu de souplesse et un peu de confort, entre guillemets, dans notre stock. Heureusement, avec l'appui du responsable de production, on a dit: «Allez, on teste». Donc c'était aussi un point important. On va tester. Si ça ne marche pas, on reviendra en arrière, mais si ça fonctionne, vous verrez en tout cas les résultats, on les a vus. Donc on a eu la possibilité de tester avec le chef d'équipe, le chef de production, les opérateurs. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que grâce à ça, on avait réduit notre niveau d'encours. Alors le niveau d'encours a réduit entre 30 à 50% à peu près.
Et ce message vraiment d'éviter la surproduction a été compris. On a bien vu, puisqu'en fait, quand on est repassé quelques semaines après, les personnes en fait, ont compris. Et en fait, on dit, écoutez, non, nous, on va pas revenir en arrière, on est beaucoup plus fluide, on sait ce qu'on doit faire tous les jours, on n'a pas de manquant non plus, on alimente, on n'est jamais en retard par rapport à la production. Donc vraiment, ce message a été compris. Et même dans un autre workshop, une personne était en workshop sur encore un autre secteur. Et lorsqu'on a parlé de l'eau, la personne a dit: «Mais attendez», un opérateur a dit: «Mais attendez, mais c'est pas ce que nous a enseigné, Optime. On veut pas avoir des grandes tailles de l'eau, non, c'est pas ça le lean, hein». Donc on commence à avoir même, encore une fois, certaines personnes qui, dans d'autres chantiers, nous disent: «Attendez, vous êtes en train de faire, dans cette application, différemment de ce qu'on nous a appris». Donc on a vraiment ce travail également, encore une fois, grâce à la formation au chantier, où les gens comprennent et surtout se rendent compte d'eux-mêmes que, de ce que ça apporte, hein. C'est pas que de la théorie. On a aussi fait des chantiers très, très pratiques. Et donc cette implication, ça a permis de libérer encore une fois, des mètres carrés, puisqu'on a libéré des mètres carrés, tous les chariots qui ne servaient pas. Et on a vraiment fait en sorte de diminuer le côté accidentogène de la zone déjà a été diminué, et on a également complètement fluidifié toute cette zone. Et on peut te rendre le crédit, Stéphane, là-dessus, parce que moi, je me souviens très bien quand je faisais les formations que j'avais ça comme commentaire en disant c'est pas notre rôle, c'est aux chefs de décider, c'est eux de venir avec les idées. Enfin, il y avait vraiment une culture assez lourde de moi, j'ai un truc basique à faire et c'est pas à moi de faire tout ce que tu dis, Patrick. Et nous, on tenait un discours très fort que vous aviez soutenu, hein, de dire non, non, là, il y a une volonté de changer les choses. On se rend bien compte qu'on se trompe quand on ne vous utilise pas suffisamment, on ne vous écoute pas assez, vous êtes sur le terrain, vous voyez des choses. Donc non, non, au contraire, il y a une vraie volonté maintenant de vous demander de mouiller la chemise là-dessus et vous serez suivi. Et donc je dois te rendre l'appareil parce que non seulement ça a été dit, mais ça a été vécu. Et ce qui arrive maintenant, c'est parce que justement les gens l'ont bien perçu et l'acceptent. Ça ne remet pas du tout en cause le respect de la hiérarchie. Et par contre, ça a mis cette dynamique positive de j'ai des initiatives, j'ai le droit de le faire et c'est même attendu. Et on sent une valorisation aussi chez certaines personnes de dire ben, c'est super, je me sens valorisé, je me sens écouté. Et effectivement, il y a des choses où j'ai le droit de dire à mon chef, je ne comprends pas, c'est un contresens pour moi, parce qu'on l'entendait souvent en fait en formation, dire mais ils nous font faire des choses, franchement c'est un contresens. Je dis bah, pourquoi tu le dis pas? Et il n'y avait pas, enfin voilà. Et là vous avez débloqué quelque chose et qui s'est avéré très très vertueux. Enfin, on l'a vu et je pense que Bruno pourra témoigner aussi, mais on a vu beaucoup de choses où ça a débloqué beaucoup de bonnes idées sans déstabiliser, j'ai envie de dire, le respect de la hiérarchie ou la structure de fonctionnement, quoi. Et l'appui, je remets pas un sou dans le piano, mais parce que vraiment la force du management, on n'en a pas trop parlé, mais là vraiment il a été exemplaire là pour dire aller à contre-courant de tout le monde qui disait ça va pas marcher, d'être capable de dire je prends sur moi, parce qu'à la fin il a été comme ça, hein, le manager, hein. Il a dit bah, vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, moi je prends sur moi, je teste, si ça marche pas, c'est après moi que vous viendrez rouspéter, mais j'assume. Et, Tout à et fait, après, ouais. bien entendu, 15 jours après, personne n'a voulu revenir en arrière, hein. Alors c'est aussi, je pense, une des clés. En synthèse, dans les changements clés, mais on va retrouver un peu ce qu'on s'est dit dans ces diapos. Mm. Le fait de simplifier, alors c'est vrai que le fait de tirer les flux internes pour simplifier, pour dire arrêtons de faire des stocks, encore une fois, donc c'était un peu à l'origine dans votre préambule avec Klaxoon, mais vraiment diminuons nos flux internes, diminuons nos stocks. Là aussi, je dirais, le message, il faut en être persuadé. Parce on n'a pas de coût de gain direct, hein. Donc, faut expliquer aux gens que ça va les aider, que ça va les aider et que tous les effets seront indirects sur des flux, sur moins de manutention, moins de manipulation, peut-être moins d'accidents. Et mais voilà, hein, faut en être persuadé parce que sinon, ce qu'on avait évoqué, dans votre PNL, vous n'allez pas le voir tout de suite. Ça sera plutôt des petits cailloux dans le PNL qui vont se mettre à la fin du mois. Donc simplifier les démarches 5S, la chasse au Mouda, je dirais la chasse au mètre carré, donc ça dépend bien sûr des problématiques d'entreprise, mais guider des mètres carrés. Et on continue encore aujourd'hui, hein, régulièrement, je vous dis, une zone qu'on a pu gagner donc grâce à un secteur où en travaillant avec les personnes, voilà, on a découvert que finalement, sur les 3 zones qui étaient utilisées, ben, on pouvait en garder simplement 2, puisque la troisième, ben, puisque je leur ai dit j'ai besoin de mètres carrés, ils m'ont dit bah, écoutez, ça là on peut la libérer, on peut s'organiser différemment. Donc c'est également une discussion, et ce que j'ai bien aimé, ça rejoint le point numéro 2, c'est l'implication et l'engagement, c'est donner les outils pour rendre les équipes autonomes. C'est-à-dire on leur dit à un moment donné, j'ai besoin de mètres carrés, est-ce que vous êtes capable, vous, dans votre zone, de me libérer des mètres carrés parce que j'en ai besoin pour un autre secteur? Oui ou non? Est-ce que vous êtes capable, vous, de gérer vous-même votre 5S? Est-ce que vous êtes capable de gérer vous-même vos appros? Et donc, alors bien sûr, on n'aura pas la même réponse suivant les secteurs et suivant les types, hein, de questions, mais on a vraiment
en fait, on tire les gens vers le haut plutôt en leur donnant la possibilité d'être beaucoup plus autonomes et eux-mêmes de prendre des engagements également, hein, sur l'amélioration. Et l'implication des échelons est importante puisque, bien sûr, on a le chef de production, puisqu'on était globalement sur des chantiers de production, les chefs d'atelier, donc les chefs d'équipe intermédiaires, donc, où eux-mêmes doivent se sentir intéressés, concernés et pris en compte, en tout cas, dans leurs questions et dans leurs idées. Et puis le troisième, donc c'est pour finir là-dessus, hein, c'est vraiment donc tester, essayer, parce que si on n'est pas tous au départ, on n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous non plus la même motivation pour venir à bout. Donc, avec une base de formation, encore une fois, je reviens dessus, la formation optime est vraiment très bien, je tiens à le redire, donc, qui permet aux gens d'expliquer ce qu'on veut. L'engagement également de ma part et de l'ensemble du comité de direction pour dire on veut y aller, on veut changer les choses. Ça permet de dire allons-y. Alors, je ne donne pas carte blanche, mais en tout cas, je vous donne beaucoup de cartes pour essayer. Donc, allons-y. Et je dirais qu'aujourd'hui, en conclusion, alors bien sûr, l'engagement des managers, ça reste le fil rouge, hein, forcément. Mais la conclusion, c'est qu'on a eu, en partant de 5S, on a eu pas mal finalement d'outils qu'on a utilisés. On a parlé de Kanban, on a parlé bien sûr de flux, on a parlé des Muda, hein, qu'on a utilisés et sur lesquels on a beaucoup travaillé pendant les chantiers. On a parlé même de SMED quelque part. Donc, on a utilisé ces outils, mais pas de manière artificielle. Ils sont venus naturellement. Donc, ces outils, on dit, bah, tiens, finalement, là, c'est ça qu'il faut faire. Tiens, finalement, là, c'est tel outil qu'il faut prendre. Donc, je pense que c'est également un enseignement important. Ne pas vouloir absolument appliquer, sortir toute sa boîte à outils en disant, je vais appliquer ça, 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 ça. Ces outils viennent de manière naturelle. Et puis, vraiment, l'enseignement, c'est le gain maturité. Donc, ça prend du temps. C'est vrai que des fois, on peut être un peu impatient. J'ai peut-être été un petit peu impatient de temps en temps parce que je voulais que ça avance plus vite. Mais aujourd'hui, je vois que quand je revois d'autres chantiers sur lesquels on travaille, on voit comment on a gagné maturité, comment on a réussi à passer des cliquets, c'est-à-dire que les choses qui ont été faites, aujourd'hui, elles tiennent. Ça tient aussi parce qu'on a mis en place, par exemple, des audits 5S pour faire en sorte que l'ensemble des managers et leurs collaborateurs soient auditeurs et fassent en sorte que ça tienne, puisque c'était quand même une des grosses craintes en fait au début de chantier. Et donc, il y a ça aussi qu'il faut conserver à l'idée, c'est comment pour cimenter et pour vraiment faire en sorte que cela reste, comment j'implique l'ensemble du comité de direction, mais également les N-2, N-3, pour faire en sorte que ce maillage, ce réseau, fasse que chacun se sente en fait impliqué, engagé, et en tout cas pris en considération pour apporter sa pierre à l'édifice. Donc, je reviens sur l'humain, hein, c'était ça. C'était beaucoup d'outils, de la formation, de la technique, une volonté d'appliquer du lean et surtout un engagement des personnes. Et cet engagement-là, bah, c'est tous les jours, hein, qu'il faut le soutenir. Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour, hein, de la présentation. Ouais. Merci beaucoup. Comme Christian vient vous le mettre dans le chat, hein, n'hésitez pas. Enfin, on ouvre le floor, j'allais dire, à l'anglaise. On ouvre aux questions. Oui, juste, je voulais dire un petit mot par rapport à la formation. Formation théorique, finalement, assez petite. Patrick, hein, c'était une demi-journée à peu près, la formation théorique. Ouais. Mais en fait, on a fait beaucoup de formations sur le terrain en appliquant les outils directement sur le terrain. Et donc, dans l'action, finalement. On a mis en pratique ce qu'on avait vu en théorie, mais dans la pratique sur le terrain. Et ça, c'était aussi très, très important. Donc, merci pour aussi une première question, hein, donc, après ce premier commentaire, donc de Geoffrey qui demande si, pour Stéphane, s'il a pu chiffrer les gains de productivité sur le site. Alors, ce chiffrage, c'était une question, c'était aussi un peu notre fil rouge pendant toute l'année, c'est comment on peut chiffrer. Alors, c'est pas facile à chiffrer, hein, très honnêtement, pas facile. Simplement, je vais commencer plutôt par les chiffres indirects, hein, je vous disais, le premier, alors ça va déjà, je dirais, de manière, ouais, je dirais, le premier, c'est l'ambiance de travail déjà, parce que le début d'année est un petit peu compliqué. L'ambiance de travail où chacun, encore une fois, voilà, se sent impliqué, et on a encore une fois eu une année, voilà, sereine entre guillemets par rapport aux différentes instances et par rapport au fonctionnement, donc ce qui était aussi un point important au démarrage. En termes de productivité pure, on a des chantiers sur lesquels on a pu gagner, par exemple, au Provaboto, on a pu donc sortir une personne pour lui faire autre chose. Donc pour moi, c'est -1, mais je lui fais faire autre chose qui vient simplifier, améliorer les flux, puisqu'on est quand même une usine qui est tout le temps, on va dire, en mouvement, puis on est plutôt un peu en croissance. Donc, je dirais que là, on a une productivité. On a une productivité également donc, sur une zone
où là, on a à la fois gagné sur la productivité matière et productivité main-d'œuvre. J'ai pas la somme et ça sera compliqué à faire cette somme-là. Ouais, je ne pourrais pas vous dire des chiffres, ça va être compliqué de vous dire un chiffre. L'important, je dirais, c'est que par secteur, au-delà de la productivité, en tout cas, selon tes trébuchantes, c'est d'arriver à faire, encore une fois, le bilan de ce qui a été gagné. Donc, on a gagné des encours, on a gagné des fois de l'ergonomie, hein, parce que quelque part, c'est un coût indirect, hein, quand vous avez des personnes bien sûr, qui développent des TMS. Hein, donc, on a gagné de l'ergonomie, des déplacements. On a gagné dans tous les cas aussi du coût direct aussi, lorsqu'on a eu, notamment sur deux chantiers. On pense également que ça va nous aider au niveau accident de travail, puisqu'on a quand même des zones qui seront simplifiées avec des flux plus simples, moins de coactivité, moins d'interaction. Donc voilà, c'est une somme de choses, mais difficile d'avoir un chiffrage en fin de PNL, je veux dire, en fin de tableau. Alors, une autre question qui vient de quelqu'un qui connaît bien la théorie des contraintes, donc je comprends le sens de sa question derrière, mais qui est très intéressante, ce qui est de se dire, typiquement, dans un chantier 5S, dans une démarche 5S, comment on va s'assurer que sur un chantier, les personnes ne vont pas faire que de l'optimisation locale, mais qu'elles vont aussi penser à l'optimum global du site. Et donc que ça va s'inscrire aussi dans ce sens-là. Alors, je reformule un peu la 5S, question, mais ouais. c'était ça, quoi. Alors, je vais donner ma vision maintenant, il y a peut-être les visions d'Optime également. Pour un chantier 5S, ça reste comme un chantier local. C'est-à-dire que c'est vraiment un secteur sur lequel on demande vraiment à une équipe de se mettre en marche, entre guillemets, pour gérer sa zone et optimiser sa zone. Donc, ça reste pour moi plutôt du local. Après, est-ce qu'il y a des interactions avec d'autres secteurs? J'en ai pas eu tellement. Les interactions qu'on a pu avoir, c'est plutôt positif, c'est-à-dire on a libéré de la place, donc en faisant ça, on donne d'autres opportunités. Mais j'ai pas eu vraiment de question de 5S global, en fait. Ouais. On fera quelques petits commentaires dessus aussi tout à l'heure, mais c'est intéressant. Très bien. Catherine aussi qui demande combien de temps il faut prévoir. Elle imagine bien que c'est variable suivant l'entreprise, mais voilà, est-ce que vous vous donnez quelques ordres de grandeur, quelques clés de lecture, une moyenne, voilà, comment vous voyez ça? Alors, donc, on a démarré. Alors, c'est vrai que moi, je suis arrivé en janvier. J'ai essayé tout seul entre guillemets, de démarrer du chantier 5S, donc pour vraiment démarrer. Et c'est là où j'ai fait appel à Optime parce que je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. Donc, en fait, on a vraiment travaillé au mois de mars ensemble. Ça durait, ça durait à peu près 6 mois, on va dire, hein, à peu près 6 mois de travail. Après, encore une fois, suivant les secteurs, ça dépend de la maturité. J'ai l'impression que plus on avance, plus les chantiers vont aller vite. C'est-à-dire qu'il y a déjà donc voilà, il y a déjà une base qui a été donnée. Le premier chantier 5S a été long, fastidieux, mais par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport aux attentes, par rapport peut-être un peu aux atermoiements, disant est-ce que vraiment ça vaut le coup, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel est l'intérêt. Donc c'est pas le plus facile. Donc il faut, je pense, prendre du temps pour le premier, se dire que le premier sera peut-être pas top, mais que derrière, c'est là où vous allez montrer votre conviction et que vous allez pouvoir enchaîner sur les autres et peut-être justement faire en sorte que les autres secteurs également s'intéressent. Après, le film le disait, hein, celui qu'on a filmé, là, les préparations poteaux, ça a pris 5-6 semaines, en fait. On l'a clôturé à ce moment-là, donc c'était un cas d'école, j'ai presque envie de dire, mais on était surpris nous-mêmes à quel point il a bien fonctionné. Et on en a eu beaucoup, pour répondre à Catherine, c'est-à-dire que c'est une méthode d'amélioration continue, hein, qu'on met en route. Il a fallu mettre les équipes en route. Donc les premiers 5S, effectivement, ils ont été à moitié enthousiastes. On n'a pas parlé, mais il y avait déjà eu une expérience 5S sur le site il y a quelques années. Ça avait laissé un petit goût amer parce que ça n'avait pas été maintenu. Donc, il y avait quand même des anciens qui disaient « Ouais, on nous l'a déjà faite, celle-là, c'est bon. » Bon, bref, il faut arriver à remettre les gens dans cette dynamique-là. Et comme tu dis, Stéphane, effectivement, ça s'accélère de plus en plus. Et puis, là, tu as parlé de la VSM. On a effectivement construit ensemble cette VSM future de dire « Mais c'est quoi, en fait, ton usine de demain que tu aimerais bien avoir ?» Et là-dedans, on a plein de chantiers qui sont identifiés. Donc, j'ai envie de répondre à Catherine, c'est un processus qui va être long. Chaque chantier prend 5 à 6 semaines, hein, en fonction de l'énergie qu'on arrive à mettre dedans. Et puis c'est sans fin, donc c'est vrai qu'à un moment ça s'arrête avec Optime, parfois on a un peu pleuré nous, mais en fait la démarche elle continue, parce que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, l'amélioration continue, donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là, on dit on ne peut jamais lâcher, et c'est ce qui s'était passé avec le 5S à l'époque, c'est qu'à un moment ça a été lâché, je ne sais pas pourquoi,
Mais alors un 5S qui ne fonctionne plus, qui recule en arrière, ça laisse des goûts amers à tous les collaborateurs que j'ai jamais croisés dans ma vie, parce qu'en général, justement, ça fait ça. Sauf que quand je les avais en formation et que je disais, oui, mais attends, maintenant, la vraie question, c'était comment quand ça fonctionnait la première fois? Il dit, ah, bah, c'était vachement mieux que ce qu'on a maintenant. Je dis, bon, on est d'accord. Donc maintenant, la problématique, c'est comment tu vas le maintenir. Donc bref, voilà, on est dans cette démarche-là. Mais un chantier classique, à la mesure de ce qu'on a fait prépa poteau, 5-6 semaines par chantier, il s'accumule, il s'enchaîne. Et ce que tu as très bien dit aussi, Stéphane, aussi, c'est un peu, nous, c'est comme ça qu'on aime bien travailler chez Optime. On recherchait à optimiser le global. Merci Clément pour la question. Mais on ne savait pas où il était le problème au départ. Donc, on a tâtonné, on a cherché, on a construit des chantiers au fur et à mesure. Et on l'a découvert dans le temps, mais il a fallu mettre certaines choses en place. Et ça, je pense que Christian va en parler après. Mais on va le redire. Si. A posteriori, c'est presque un peu plus facile, mais il y avait aussi une contrainte du site qui était les mètres carrés. Et Stéphane l'a dit tout à l'heure dans son témoignage, même si c'était pas dit forcément aussi explicitement à chaque fois, mais on savait bien que à la fin, c'est comme un jeu de taquin. Vous n'aviez plus qu'une seule case à bouger et ça devenait infernal dès qu'on voulait mettre en place quelque chose. Alors que quand vous avez de l'espace, on regagne beaucoup plus facilement en flexibilité, en dynamique, en capacité à enchaîner les chantiers, à regagner ici, à bouger ça. Et voilà, donc il fallait se donner de l'air. Et une des contraintes, je vais parler de contraintes physiques cette fois-ci, c'était aussi les mètres carrés, quoi, en plus du contrainte de flux de production. Je ne sais pas si Stéphane, tu es d'accord avec. Oui, mais ça reste, encore une fois, voilà, d'ailleurs j'imaginais, je me dis, est-ce que cette année, je vais faire une espèce de reward pour la chasse au mètre carré, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour nous. Mais on a encore parlé cette semaine, justement, les mètres carrés, mais en fait, à chaque fois, on les trouve, finalement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve toujours la solution. Oui. Et donc, voilà, si on donne un peu de sens en disant, ça fait partie vraiment des objectifs de ce chantier, c'est aussi d'aller chercher les mètres carrés, en ayant bien en tête que ça allait être aussi un objectif global pour le site. Et donc, c'est une façon, indirectement, même en restant local, de contribuer à l'objectif global. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire, mais on va peut-être continuer. On aime bien pas faire de contresens, voilà. Faire une petite conclusion Optime, enfin un petit complément Optime par rapport à ce que Stéphane a partagé avec nous. Oui. Donc, très souvent dans ces démarches Lean qui commencent, on aime bien manier deux approches. Une qui va venir plutôt de la direction sous la forme d'une VSM. Donc, on a utilisé l'acronyme, c'est Value Stream Mapping, c'est-à-dire plutôt une cartographie des flux et une approche assez managériale et de se dire, bon, bien entendu, on doit aller sur le terrain pour la réaliser, cette VSM, mais de se dire où sont vraiment nos enjeux en termes de flux, en termes d'organisation. Et puis une approche aussi qui vient issue du terrain et qui est faite, alimentée par le terrain, qui sont les chantiers 5S, tels qu'ils ont été fortement décrits. Et c'est souvent la bonne combinaison, c'est d'avoir un peu les deux, parce que justement, ça va répondre à la question précédente aussi en partie, c'est que l'idée de la VSM, ça va nous donner des orientations à suivre et donc des lignes directrices qu'on peut décliner après dans les chantiers 5S. Voilà. Après, par lequel commencer exactement tout de suite, on l'a bien vu dans l'exemple, c'est que on s'est lancé déjà sur des chantiers 5S sans même avoir fait de VSM et ça nous a quand même très bien réussi, quoi. Voilà. L'idée typiquement des chantiers 5S, Stéphane l'a dit, mais c'est vraiment ça correspond à des objectifs, pas seulement de faire beau, ça c'est vraiment, je dirais presque accessoire, il ne faut pas le dire de trop, mais l'important c'est de développer les personnes, c'est-à-dire qu'ils acquièrent la rigueur, l'autonomie, un mode de management qui leur convienne, qu'ils sachent eux-mêmes définir les standards et les utiliser, travailler en équipe, résoudre des problèmes. Donc c'est tout ça qu'on va aller chercher dans un vrai chantier 5S et pas forcément d'avoir juste quelque chose de beau. Voilà. Et dans une VSM, ce qu'on va aller bien sûr aller rechercher, c'est partager des datas, s'aligner, parce que bien entendu, quand on part sur un chantier comme ça, les premières fois qu'on y va, des idées, on en a autant qu'il suffit d'ouvrir les yeux à un endroit et on a une idée d'une amélioration à faire, mais par quoi commencer et faire en sorte qu'on soit un minimum coordonné. Parce que, bon, là, bien entendu, heureusement qu'il y avait des points quotidiens et que Stéphane avait, vous voyez, nous aider même aussi clairement à poser les futurs jalons, mais on a besoin quand même de s'aligner, l'équipe de direction a besoin de s'aligner pour dire on fait d'abord ça, puis après ça, puis après ça.
Et parce que sinon, on aurait voulu commencer 15 chantiers à la fois, on se serait noyé, et c'était beaucoup plus profitable d'y aller progressivement, même donc d'avoir une espèce de petite stratégie et donc d'alignement de l'équipe de direction autour de ça. Voilà, si je parle en termes de théorie des contraintes, hein, puisqu'on en a cité quelques fois, bien souvent au travers de la VSM, on va aller chercher plutôt des contraintes flux, des contraintes physiques, et c'est ça et c'est les datas qu'on va aller rechercher pour caractériser ça. Mais ce que je voulais vraiment, sur quoi je voulais insister, et Stéphane l'a dit d'entrée de jeu, c'est que bien souvent dans ce genre de chantier, la contrainte, elle est aussi comportementale. C'est vraiment ça qui bride l'amélioration du site. Et donc le 5S, c'est vraiment une bonne façon d'aller adresser ça. Voilà. Et donc, pour continuer sur l'approche TOC, hein, théorie des contraintes, qu'on a voulu appliquer aussi en parallèle des outils Lean qu'on a mis en place, hein, partant sur les premiers chantiers 5S. Donc, on a cherché typiquement, hein, ce qui limite la capacité de l'organisation de l'usine ici à créer de la valeur, à atteindre son but. Et notamment, nous, on met beaucoup d'emphase à rechercher un début de valeur. On n'est pas en la chasse aux coûts. Alors, on est bien sûr conscient que les coûts, il faut les contrôler. Mais en théorie de la contrainte, on est beaucoup plus sur... en fait, notre problème, c'est pas tellement de contrôler les coûts, qui est plutôt un peu une spirale négative. C'est beaucoup plus de dire, mais est-ce qu'on arrive à débiter suffisamment de valeur? Est-ce qu'on est suffisamment bien organisé par rapport à ça? Et donc, on recherche cette contrainte en fait dans le flux. Et c'est vrai qu'en premier abord, on cherche souvent la contrainte physique. En fait, on cherche la contrainte physique surtout dans une usine, hein, c'est-à-dire quel est le point qui bloque, quelle est la machine qui nous arrête par rapport à ça, pour pouvoir la piloter derrière. Et ça a été compliqué en fait de rechercher cette contrainte physique. Stéphane en parlait, hein, dans l'usine là-bas, et c'est là où on peut faire le lien vraiment avec le Lean. Parce que ça bougeait, quoi. On arrivait un jour, c'était la question qu'on vous a posée, si j'ai identifié mon stock, est-ce que j'ai trouvé ma contrainte? Sauf que quand vous venez à des heures différentes et que le stock il est chaque fois à un endroit différent, on se dit zut, qu'est-ce qui se passe avec ma contrainte? Ça bouge en permanence. Et en gros, hein, pour faire simple, on s'est quand même dit qu'à un moment, on avait beaucoup de poussière, en fait. Il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de poussière. Et ça revient un peu sur la première question qu'on vous a posée, c'est-à-dire qu'à chercher à optimiser absolument que chacun travaille et chaque machine travaille à 100% en permanence, on ne laissait pas le processus fonctionner, on ne laissait pas la poussière retomber et comprendre où était vraiment notre problème, où était vraiment notre contrainte, pour qu'on puisse l'attaquer. Parce qu'en fait, on générait une sorte de brouhaha d'activité, hein, qui était peut-être vertueux, mais qui était de l'optimisation locale, pour reprendre les termes de Clément dans sa question. Mais ça nous empêchait de bien voir où était notre vraie contrainte globale. Et il y avait un vrai besoin de faire retomber cette poussière, si je peux m'exprimer comme ça, de revenir au standard. Hein. Si on prend le temple Lean Toyota, c'est de dire les fondations, elles sont où? C'est quoi les standards? Est-ce qu'on les respecte? Et une fois que ça s'est mis en place, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Et est-ce qu'on se donne la capacité de le voir? Et en théorie de la contrainte, pour nous aussi, c'était indispensable de faire ça. Donc les chantiers 5S lancés étaient effectivement un fondamental par rapport à ça, c'est de se dire est-ce qu'on a mis des standards en place? Est-ce qu'on les respecte? Entre autres, hein, il n'y avait pas que cet aspect-là, mais qu'il fallait pour qu'on puisse installer et respecter un flux tiré et qu'on accepte de résoudre le problème qu'on identifie plutôt que de le cacher par de l'activité artificielle finalement, ou de la surproduction, hein, ce qu'on en a suffisamment parlé avec les différents chantiers qu'on avait fait ça. Et une fois qu'on a réussi à plus ou moins faire retomber cette poussière, c'est devenu beaucoup plus clair pour nous en fait finalement quels étaient les points bloquants et comment on pouvait finalement les attaquer. Et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que, comme on a déjà commencé à le mentionner avec Christian, c'est que la contrainte, elle n'était pas que physique, justement. Ouais, elle pouvait très bien tourner, la contrainte pouvait très bien tourner autour de fausses croyances. Hein. C'est un peu ce on a commencé le webinaire par une question là. Est-ce que il faut vraiment occuper tout le monde? Et c'était un peu ça qui guidait. On se rendait bien compte, hein, le management local, c'était de se dire, vite, j'ai une personne qui n'est pas occupée, qu'est-ce que je peux lui faire faire? Et voilà, donc c'était ça faisait partie, alors je ne sais pas si c'était la contrainte, mais en tout cas, ça en était quand même une importante qu'il fallait vraiment lever, c'était de changer ça et de passer justement par un pilotage et mettre en place tous les outils du Lean, la démarche et autres qui allaient permettre justement de piloter dans le bon sens. Voilà, donc bien souvent, on peut avoir des contraintes qui ne sont pas que physiques, mais qui sont aussi de comportement, de croyance. Alors, nous, parfois, quand c'est un peu plus
culturels, on a besoin de les travailler, on utilise des arbres logiques hein, qui permettent de les aborder, mais là, on n'en a pas eu besoin et ça s'est très bien fait comme ça, quoi. Voilà. Tiens, bonne question, juste pour terminer, on peut peut-être la prendre en passant. Quel impact et quel accueil pour les appros achats à passer en flux tiré et limiter le surstock? Je ne sais pas si. On va laisser une petite. Je peux vous donner déjà un petit témoignage rapide. Hein. Ce que j'avais évoqué, c'est qu'en fait, au niveau des manquants, on a eu pendant plusieurs mois de l'année dernière, donc dans notre daily meeting, en fait, des manquants. Donc au niveau appro, pourquoi on n'a pas tel composant. En fait, on est bloqué, on est obligé de réordonnancer parce qu'on n'a pas les bons composants, etc. Donc ça, c'était assez récurrent. Et dès lors qu'on a commencé finalement à éviter d'avoir toutes ces prises d'avance, parce que ces prises d'avance finalement étaient en avance par rapport également à notre demande d'appro, donc dans notre système d'information, puisque ce n'était pas forcément planifié tel quel. Donc en fait, le fait de revenir, de supprimer ces prises d'avance, on s'est recalé finalement par rapport à notre planning d'approvisionnement, donc on s'est recalé, on était beaucoup plus en ligne avec justement avec nos fournisseurs, et donc on a réduit considérablement ces petits manquants qui venaient polluer le quotidien, et qui finalement font un effet inverse à celui attendu, c'est-à-dire qu'en fait, je prends de l'avance, donc je fais le numéro, le N plus 1, N plus 2, le N plus 3, je n'arrive pas à le faire parce qu'il me manque des composants, oui, parce qu'on est en avance, donc je vais faire le N plus 4, mais le N plus 4, à nouveau, je prends un composant, et finalement, le N plus 5, j'ai un composant, et peut-être que je vais prendre un composant qui va me servir sur un autre secteur, qui, lui, était en retard pour produire. Donc, en fait, on peut vraiment induire, en faisant cette prise d'avance, des perturbations dans plusieurs secteurs. Et ce qu'on a vu à l'inverse, c'est que grâce à ça, alors je ne dis pas qu'on est à 100%, mais on a vraiment réduit l'impact de ces manquants sur les zones de production. Juste pour conclure maintenant, donc quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas complètement, pour redire ce qu'est Optime Ressources, hein, parce qu'on ne s'est pas beaucoup présenté en introduction. Donc c'est un cabinet qui existe depuis 86, nous sommes 21 dans le cabinet, organisé en scope depuis 2019. Voilà, on est vraiment convaincu que la réussite se passe par une conjugaison des méthodes et de l'aspect humain et de travailler avec les personnes. Donc aussi bien sur l'excellence managériale. Après, on verra d'autres webinaires au cours de l'année qui vont traiter les autres thématiques qu'on aborde ici, que vous voyez sur l'image. Donc la prochain webinaire, le 3 mars, traitera de la supply chain. Et puis, on a aussi un webinaire de programmé le 24 février pour une école de consultants. Voilà, donc s'il y a des personnes qui pensent à ce métier, elles peuvent aussi s'inscrire. Un tout grand merci Stéphane pour ton temps et pour ton témoignage. On voulait vous remercier tous pour votre participation active et vos questions. On a terminé même avec quelques minutes plus tôt, donc on va tous vous libérer. On ne va pas faire du Parkinson, ça me faisait penser au mètre carré, c'est que dans la contrainte du mètre carré, on a un même phénomène qu'en gestion de projet, c'est-à-dire qu'on a tendance à utiliser tous les mètres carrés. Et donc en gestion de projet, on appelle ça le syndrome de Parkinson, c'est-à-dire utiliser tout le temps qui nous est alloué pour réaliser une tâche. Et là, les mètres carrés aussi, on dit autrement, c'est la nature a horreur du vide, mais voilà, il faut vraiment refaire un effort derrière si on veut les regagner ça. Merci à vous en tout cas, merci aussi de nous avoir accompagnés encore une fois, c'était vraiment une belle expérience. Oui, et bravo surtout sur l'énergie. Et comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas fini, on sait que. Mais il faut imaginer Sisyphe heureuse, des fois j'aime bien dire ça, c'est-à-dire que dans l'amélioration continue, on doit toujours rouler sa pierre, mais aussi, quelque part, c'est aussi beaucoup de satisfaction à chaque fois qu'on a un chantier qui réussit. Ok, donc. On ne le dit plus, on dit au revoir, merci beaucoup. Et voilà, et merci pour. Bonne journée à tous, bon week-end et bonnes vacances pour ceux qui en prennent la semaine prochaine. Voilà. Okay.